Tu partages Bonjour. ta présentation? Oui. Hop. C'est bon, tout le monde voit, tu vois bien mes slides? Oui. Parfait. Hop. Tu veux peut-être attendre 1 ou 2 minutes, peut-être, Oui, oui, pour que les gens donc se connectent. Ouais. je vais effectivement attendre quelques minutes, simplement le temps que tout le monde arrive. Du coup, j'arrête la transcription, on est d'accord, on met juste uniquement l'enregistrement. Hein. Oui. Voilà. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a un couac sur tes modifs. Bon, c'est pas grave. Bon, eh ben, je vais démarrer tranquillement. Donc, bonjour à toutes et tous. On est ensemble pour un petit peu moins d'une heure et l'objectif aujourd'hui, ça va être de discuter de comment on intègre les différents prestataires qui peuvent tourner autour du contexte un peu spécifique d'un incident de sécurité. Donc, comment on intègre en amont, pendant et après un incident et après une phase de crise les différents prestataires opérationnels, fonctionnels, techniques, de sécurité et d'infogestion au cœur d'un incident. Donc moi, je suis, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, donc je suis Olivier Ruecross, je suis analyste en réponse sur incident, donc analyste informatique au CERT Santé. Et l'idée, ça va être de présenter et de faire un retour au cours de cette présentation des différentes postures et des différents schémas d'intégration de prestataires qu'on a pu voir, avec les points forts qu'on a observés, avec aussi les problèmes fréquemment rencontrés, et autant que possible proposer des axes d'amélioration et des solutions. Donc, globalement, l'idée, ça va être d'articuler cette présentation en deux grands temps. Un premier temps où on va essayer de comprendre et de définir clairement les enjeux de, en fait, ça veut dire quoi impliquer des prestataires au cours d'un incident? Voilà, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui fait que c'est un contexte différent? Qu'est-ce qui fait que la gestion des prestataires en phase de crise a des spécificités, a des fonctionnements particuliers et donc se rattache pas forcément de manière systématique voilà, à de la gestion de prestataires classique. Et dans un second temps, où justement, on essaiera de faire une présentation un petit peu plus terrain et un petit peu plus concrète pour, comment dire, justement voilà, pour présenter les problèmes courants qu'on a pu observer et des axes de solution. Régulièrement, au cours de la présentation, on fera aussi comment dire, je ferai aussi des changements de niveau entre des moments où on est vraiment purement dans des contextes d'incidents et des moments où on essaye de réfléchir de manière un peu plus générale à l'intégration de la sécurité en fait dans les liens avec les différents prestataires avec lesquels vous pouvez traiter. L'idée aussi de cette présentation, c'est d'être dynamique, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et évidemment j'y répondrai avec plaisir ou bah, tout simplement à les garder pour la fin et à les poser à l'oral à la fin. Donc déjà, dans un premier temps, essayer de définir et de comprendre les enjeux.
c'est-à-dire comprendre en fait c'est quoi les problématiques qui se posent quand on parle d'intégrer des prestataires en incident. Alors, commençons par enfoncer des portes ouvertes pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas. Donc, on est le CERT Santé, donc on est un CERT sectoriel public qui est rattaché à l'Agence du numérique en santé. Et l'ensemble de nos bénéficiaires, c'est l'ensemble des établissements de soins publics, privés non lucratifs et privés de France, et également l'ensemble des établissements sociaux, des médico-sociaux, des centres de radiothérapie, des laboratoires de biologie, qui constituent l'ensemble de nos bénéficiaires. Sortent et ne dépendent pas de nos bénéficiaires les libéraux, globalement, c'est-à-dire l'ensemble des praticiens qui ont des micro-SI qui occasionnent pas forcément une gestion de crise systémique et auquel cas qui tombent plus souvent sous le coup de cybermalveillance. Donc, dans le cadre de nos bénéficiaires, évidemment, on fait, nous, au sein de l'équipe Réponse et au sein du CERT, on fait une intervention sur déclenchement d'incidents de sécurité qui nous sont remontés par les établissements. Ces interventions, peut-être certains parmi vous les connaissent déjà, malheureusement. L'idée, c'est de mettre en place avec vous un process de suivi de l'incident, que ce soit sur l'aspect qualification et confinement, donc se mettre en condition de sécurité, investigation et reconstruction, durcissement, donc vraiment ça sur la partie technique, mais aussi un accompagnement au pilotage et on va dire à la transmission d'informations aux différents acteurs concernés. Ça implique aussi effectivement de la participation au pilotage justement des prestataires qui peuvent être impliqués dans le cadre d'un incident. Donc tout ça, ça fait partie de notre périmètre et de nos prérogatives dans le cadre d'une intervention. Et c'est à ce titre-là qu'on intervient aujourd'hui. Plus spécifiquement, donc moi au sein du CERT, je fais partie de l'équipe Réponse, le CERT étant divisé en trois grandes équipes, donc vraiment l'équipe d'intervention et d'investigation. Alors, globalement, comment est-ce qu'on améliore le pilotage et l'intégration des prestataires au cours d'un incident de sécurité? La finalité de la présente présentation, ça va être d'essayer de répondre selon 5 axes différents. Le premier axe, c'est toutes les actions de préparation, donc qui globalement incluent la préparation des équipes internes, la préparation des échanges avec le prestataire, voilà, l'ensemble des actions qu'on peut mettre en place en amont. Et ça implique aussi évidemment toutes les actions et toutes les procédures qu'on peut mettre en place lorsqu'on est en posture de démarchage et en posture de négociation pour choisir un prestataire. Donc voilà, comment est-ce qu'on intègre la sécurité de manière générale dans ces questionnements-là? Ensuite, dans le cadre des opérations de suivi, on va avoir un troisième axe qui est l'axe de supervision de la sécurité. Voilà comment est-ce qu'on essaye de garantir des postures, des démarches de sécurité au sein de ces prestataires pendant un incident et avant un incident. De la même manière, que ce soit dans le cadre des échanges contractuels, que ce soit dans le cadre des choix de prestataires, que ce soit de manière générale, le quatrième axe, c'est forcément, on va venir descendre dans le détail de tout ce qui est la maîtrise du cadre légal et du cadre réglementaire, c'est-à-dire comprendre toutes les implications, toutes les qualifications qui peuvent s'appliquer à un prestataire donné et comprendre pourquoi ça a un rôle et quel rôle ça a dans le contexte. Donc voilà, ça va être ce quatrième axe. Donc tous ces axes-là qui sont des axes de travaux de fond. Et enfin, cinquième axe, qui est un axe davantage opérationnel et qui prend davantage place pendant cette phase de crise, qui est un axe de pilotage d'incident. Et on va voir concrètement, ça veut dire quoi? Piloter un incident du point de vue des interactions prestataires et des interactions avec des tiers. Donc voilà, l'ensemble de la présentation à venir va être et l'ensemble des réponses à fournir vont être articulées autour de ces 5 axes. Et l'idée, ça va être de voir justement, pour chaque mesure, pour chaque posture, pour chaque problème, où est-ce qu'on se place dans ces axes, et donc forcément, quels sont les éléments de réponse qui nous sont accessibles. Globalement, dans le cadre de la présente présentation, alors c'est une classification qui en vaut une autre, mais nous, dans notre posture opérationnelle, on a tendance à distinguer et classer les prestataires selon 5 grandes parties. Alors, déjà peut-être pour clarifier, quand on dit prestataire, on parle de tout ce qui est prestataires qui ont une implication dans le cadre des activités numériques ou dans le cadre des activités de sécurité. Donc typiquement, on n'inclut pas forcément les prestataires sur des services complètement différents. Je ne sais pas, sur la partie communication par exemple,
sur la partie... bref, on n'inclut que la partie prestation en service numérique et en service de sécurité. Et dans le cadre de cet ensemble de prestataires-là, qui sont en fait l'immense majorité de ce qu'on rencontre dans le cadre d'une mise en place de politique de sécurité et dans le cadre d'un incident, on découpe en 5 grands groupes. D'abord, le plus classique et souvent le plus visible dans les cadres de phase de crise, forcément, c'est les prestataires d'infogestion et de réponse à incidents. Donc, infogestion, voilà, c'est tous les prestataires qui sont en charge de maintien en conditions opérationnelles, de gestion de la production, de maintien en conditions de l'infrastructure, de la maintenance des outils, des services, tout ce qui va être gestion SI. Ça inclut aussi les infogérants qui sont susceptibles d'intervenir, par exemple, dans le cadre de services déportés, de services cloud, de choses comme ça. Du coup, ça fait le lien avec davantage la partie hébergeur. Donc voilà, tous les hébergeurs de données de santé, les hébergeurs de services, d'outils, les hébergeurs de matériel, tous ceux qui vont aussi, je pense aussi à tout ce qui va être, comment dire, les prestataires responsables de la gestion de pare-feu en entrée ou de pare-feu déporté, ce genre de choses. Donc on en parlait, ce troisième groupe qui est le groupe donc, des prestataires de réponse à incident, où là on est vraiment dans le cadre des prestataires opérationnels qu'on appelle dans le cadre de la crise pour faire du pilotage, pour faire de l'analyse, pour faire de la rétro-ingénierie, pour faire du confinement, pour faire du suivi, etc., etc., etc. Ça inclut aussi les prestataires de reconstruction, spécialisés en reconstruction et spécialisés en durcissement. Ensuite, quatrième grand groupe qui souvent est lié avec ces prestataires de réponse à incident, quand ça ne fait pas d'ailleurs partie des mêmes structures, c'est tout ce qui va être les prestataires de sécurité générale. Donc voilà, donc les prestataires d'audit, que ce soit des audits techniques à travers le pentest ou que ce soit des audits réglementaires ou documentaires, les prestataires de conseil et les prestataires de gouvernance, de sécurité opérationnelle, les SOC, bref, tous les prestataires de sécurité dont le cadre d'intervention n'est pas directement le contexte d'incident, mais l'ensemble des problématiques de cybersécurité auxquelles vous pouvez avoir affaire dans le cadre de votre établissement. Et enfin, last but not least, dernier grand groupe, évidemment, dans le cadre des tiers, on distingue aussi forcément les éditeurs. Les éditeurs, donc, qui soient en charge uniquement de la conception d'un outil, qui ensuite est disponible sur étagère, ou de son déploiement, de sa maintenance, voire de sa maintenance directement par l'éditeur lui-même ou par un de ses prestataires à lui. Les éditeurs spécialisés en outils de santé et les éditeurs généraux et les éditeurs d'outils de sécurité. Évidemment, je pense que vous le savez tous et toutes, ce sont des acteurs tiers qui ont un rôle un peu particulier dans le contexte de la santé et qui forcément, dans le cadre de cette présentation, donnent lieu à des postures et à des prises en charge un peu particulières. Donc voilà, ça, ce sont l'ensemble des 5 grands groupes d'acteurs privés et d'acteurs de prestations qu'on rencontre, nous, en incident dans le cadre de notre suivi. À ceci, évidemment, dans le cadre d'un incident, de manière générale, se rajoute l'ensemble des acteurs et institutions qui peuvent être impliqués dans le cadre d'un incident de sécurité. Donc, évidemment, le CERT Santé lui-même, les ARS, les autres CERT sectoriels et les CERT régionaux, tous les acteurs locaux et tous les acteurs de santé locaux, etc., les établissements partenaires, etc., etc., etc. Donc évidemment, là, aujourd'hui, dans le cadre de cette présentation-là, on se concentre uniquement dans le cadre de ces acteurs privés et on vient pas, on essaye de pas, au maximum, de ne pas déporter le débat sur les autres acteurs impliqués dans l'incident, qui forcément peuvent avoir tout un train de rôles assez différents, que ce soit des rôles d'accompagnement, de suivi, des rôles institutionnels, etc., etc., etc. Donc voilà ces 5 grands groupes. Globalement, la première chose, et pour démarrer, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc là, on se place dans le cadre de l'incident, c'est-à-dire vraiment dans cette période de crise. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la posture uniformément admise et à minima, qui est la posture tenue par le CERT Santé, c'est qu'un incident, du point de vue opérationnel et technique, il est découpé en 5 grandes étapes. Et que, au cours de ces différentes étapes, dans lesquelles je vais venir rentrer, chacune de ces étapes a ses prestataires spécifiques, a ses services spécifiques, et que le message global, le premier message à retenir, c'est que au cours d'un incident, il faut savoir appeler les bons prestataires au bon moment. Ça veut dire à la fois ne pas les appeler trop tard, forcément, mais
cas qu'on rencontre le plus classiquement, ne pas non plus les appeler trop tôt. Et on va essayer de venir détailler un petit peu plus pourquoi est-ce que ça a un rôle. Donc, dans un premier temps, essayer de descendre dans les étapes de c'est quoi la prise en charge opérationnelle d'un incident. Donc, la première étape, l'étape la plus critique et l'étape la plus urgente, qui souvent fonctionne de pair avec la seconde, c'est ce qu'on appelle l'étape de qualification. L'étape de qualification, donc on a un incident, c'est quoi? C'est tout simple, c'est déclencher l'incident au sein des équipes internes ou déclencher l'incident auprès du CERT et déterminer ensemble concrètement qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire, quels sont les éléments qui vous font penser, qui vous permettent de conclure qu'il y a un incident de sécurité. Donc, c'est à la fois caractériser l'incident et qualifier ce qui se passe. Évidemment, forcément, il y a des cas où c'est trivial. Évidemment, si on a une pop-up en rouge qui affiche une demande de rançon sur l'ensemble des machines du SI, bon, il n'y a pas tellement de doute qu'il y a un incident en cours, mais il y a plein de moments où on peut avoir des éléments beaucoup plus diffus. Typiquement, j'ai un poste de travail un peu isolé de mon SI, ça fait quelques jours qu'il a du trafic réseau un peu bizarre. On pense que c'est un incident, mais on n'est pas sûr. Voilà. Donc, qualifier ensemble ces observables, c'est-à-dire ces éléments tangibles, et estimer quelles sont les opérations, quels sont les éléments qui vont permettre de confirmer l'incident et éventuellement déclencher une investigation. Et donc, cette qualification, elle se réalise de pair avec la seconde étape, qui est l'étape de confinement. Globalement, l'étape de confinement, pour faire simple, c'est la mise en position latérale de sécurité de votre SI. C'est-à-dire, c'est faire en sorte de circonscrire le problème, éviter la surcompromission, mettre le SI en condition de sécurité. C'est souvent à ce moment-là qu'on parle du fameux mode dégradé ou du mode papier-crayon, c'est-à-dire parce qu'on va mettre en place un confinement pour éviter que l'incident ne se répande, forcément, parfois, on va être obligé d'isoler certains serveurs, de suspendre certains outils, de suspendre certains services, donc qui vont avoir un impact métier, voire un impact soin. Et l'objectif de ce confinement, justement, c'est de dimensionner au mieux, à la fois pour minimiser le risque de surcompromission, mais aussi pour minimiser l'impact métier. Et donc, ces deux étapes-là, qui se réalisent dans les premières minutes ou dans les premières heures de l'incident, et qui sont les plus critiques, elles représentent en fait le moment où le temps est le plus sensible à gérer au cours d'un incident. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va venir déclencher auprès des prestataires suivants. Alors, tout d'abord, l'évidence, on va venir déclencher les prestataires de réponse sur incident et les prestataires de gestion de crise. C'est-à-dire les prestataires qui sont formés, préparés et aptes à intervenir en urgence dans un contexte opérationnel. On va revenir sur la qualification prise de l'ANSSI tout à l'heure, donc pour le moment, je ne descends pas dans le détail, mais voilà. Premièrement, dans ces étapes-là, on prévient et on déclenche auprès de prestataires en réponse, ou alors on déclenche auprès du CERT Santé, en fait, qui va jouer le rôle entre autres, de remplaçant d'un prestataire de réponse privée, et on déclenche éventuellement auprès de prestataires de gestion de crise. C'est aussi le moment, au plus tôt possible dans l'incident, qu'il va falloir venir contacter les infogérants et les hébergeurs. Enfin, l'infogérant et l'hébergeur, s'il y a lieu, évidemment. Pourquoi? Parce que dans la mesure où c'est eux qui ont vision sur une partie, voire sur l'ensemble du SI, l'ensemble des informations techniques et opérationnelles demandées par les prestataires de réponse, c'est en général eux qui vont l'avoir à disposition. Si ce sont des informations qui sont disposées par les équipes internes, tant mieux, mais très souvent, les informations d'intervention, elles sont directement à la main des hébergeurs et des infogérants. C'est pour ça qu'il faut les mettre dans la boucle le plus tôt possible. Ensuite, une fois que cette première vague, que cette première phase critique est passée, on va passer en phase d'investigation. Cette phase d'investigation, c'est la phase où on va venir observer, analyser et collecter un certain nombre d'informations sur les machines et sur les services qu'on estime compromis. Donc en fait, on va venir collecter des journaux. On va venir récupérer ces journaux, voilà, pour concrètement comprendre la chaîne de compromission, les actions de l'attaquant ou de l'attaquant éventuel. Donc l'ensemble des points par lesquels il est passé, l'ensemble des vulnérabilités qui ont été exploitées, etc., etc. Bref, on va venir mener notre enquête sur l'incident. Et à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, vont s'ouvrir un certain nombre de portes. Et les deux portes les plus classiques qu'on voit s'ouvrir sur ces phases, la première, c'est la porte de la surveillance.
C'est-à-dire que c'est cette notion de au fur et à mesure de l'incident, on veut pouvoir être sûr que l'attaquant ne fait pas d'autres actions ailleurs. Donc c'est le moment où on va déclencher soit une prestation de SOC, soit une prestation de SOC de circonstance. Globalement, la distinction, c'est SOC, on est en suivi régulier auprès d'un prestataire courant qui assure déjà la surveillance en temps normal et qui du coup est sollicité spécifiquement là dans le cadre de l'investigation. Là où le SOC de circonstance, c'est un prestataire nouveau qui déploie une surveillance de situation spécifiquement au contexte de l'incident. Donc, on vient solliciter ces éléments-là et dans certains cas, quand l'incident le permet, et c'est aussi pour ça qu'il faut attendre les résultats de la qualification, on va aussi venir solliciter les prestataires de récupération de données. Et c'est très important que les prestataires de récupération ne soient sollicités qu'à cette étape-là, parce que dans le cadre de leurs interventions, ils vont très souvent avoir besoin d'accéder à un certain nombre de machines, à un certain nombre de disques durs, à un certain nombre de supports, en fait, pour être capable d'aller récupérer de la donnée. Le problème, c'est que si ces supports sont paralysés, ça peut ralentir les tâches d'investigation, et c'est pour ça qu'il ne faut pas les appeler trop tôt. Sans quoi, il y a rapidement des points de blocage de les services d'investigation ont besoin de tel disque dur, mais il est bloqué par les services de RICO, et donc tout le monde bloque. Et sachant que comme les opérations d'investigation n'impactent pas les données, c'est pas gênant pour les opérations de récupération d'avoir lancé l'investigation en premier, alors que l'inverse n'est pas vrai. Donc, voilà, cette phase d'investigation-là, où on a ces deux grandes catégories de prestations. Et enfin, ensuite, au fur et à mesure de l'incident, on va rentrer d'abord en période de remédiation, puis en période de durcissement. Donc, remédiation, c'est vraiment corriger les éléments qui sont directement consécutifs à l'incident, là où le durcissement, c'est renforcer la sécurité au-delà de simplement ce qui a été impacté par l'incident. Et donc, ces deux dernières opérations-là, en fait, signent aussi le démarrage globalement des travaux de reconstruction post-incident. Donc voilà, redémarrer les services, remettre en place certains serveurs compromis ou remplacer une partie du SI, etc. Donc on rentre dans un travail plus long terme. Et à ce moment-là, on va venir ouvrir vers les dernières catégories de prestations. Évidemment, forcément, on est en phase de reconstruction. Donc, on va appeler les prestataires de reconstruction. Tous les prestataires de sécurité au sens large qui vont pouvoir promouvoir des services spécifiques, voilà, de l'accompagnement au durcissement, de l'accompagnement à la remédiation, de l'audit AD, pourquoi pas, des prestataires de bascule, etc., etc., etc. Et ensuite, c'est là aussi, dans certains cas, que va s'occasionner tout le suivi et la remontée d'informations auprès des éditeurs. Dans un certain nombre d'incidents qu'on observe, soit la source, soit un des points de vulnérabilité exploités, c'est une vulnérabilité éditeur. Et souvent, la tentation, c'est de remonter tout de suite l'information à l'éditeur pour occasionner un suivi fort sur le moment. Ce qu'il faut savoir, le message à retenir, c'est que très souvent, les suivis éditeurs, ce sont des travaux assez long terme, donc qui n'ont pas forcément lieu d'être déclenchés dès les premières heures de l'incident. C'est de toute façon, à l'instar de certains travaux de reconstruction long terme, des travaux qui s'inscrivent dans la durée, et c'est pour ça qu'on préconise de plutôt avertir les éditeurs sur cette dernière phase. Évidemment, bien sûr, on fait en fonction du contexte et on fait en fonction de l'environnement. Typiquement, on le mentionnait, les prestataires de réponse sur incident ou les prestataires de gestion de crise qui sont préparés à ça ont souvent des délais de réaction beaucoup plus courts et beaucoup plus satisfaisants que des prestataires qui sont plus conçus pour des travaux long terme. Donc évidemment, ce délai de réaction, c'est aussi un élément à anticiper pour décider quand est-ce qu'on intervient, quand est-ce qu'on fait intervenir qui. L'idée, l'information en fait à retenir, c'est que les déclenchements opérationnels de chaque prestataire doivent intervenir à la fin de chaque phase. Donc, le déclenchement opérationnel de la RICO et du SOC doit intervenir à la fin du confinement. Le déclenchement des éditeurs et des prestataires de sécurité doivent intervenir à la fin de la remédiation en premier terme, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le contexte et c'est comment on intègre basiquement les différents modèles de prestations à un cycle de fonctionnement d'incident. Ensuite, on va venir descendre un peu plus justement dans les axes, dans les 5 axes qu'on a mentionnés tout à l'heure. Et là, l'idée, ça va être de vous diffuser un certain nombre de mesures clés sur comment se préparer, voilà, comment piloter l'incident, etc., etc., et comment mieux intégrer les prestataires à votre gestion d'incident.
Donc évidemment, bon, aujourd'hui on parle beaucoup de gouvernance, donc je pense que je prêche des convertis, mais la clé évidemment de l'intégration des prestataires efficace à un incident, c'est de se préparer, c'est d'anticiper, c'est de vraiment se préparer le plus possible en amont et réfléchir à tous les sujets ouverts en amont. Le premier grand pôle, c'est de définir une matrice RACI, donc une matrice de responsabilité et de diffusion des responsabilités pour chaque échange prestataire, pour chaque volet, pour chaque service, pour savoir, OK, bon bah voilà, sur tel type de prestation, voilà chacun des éléments de ma matrice, voilà comment je vais venir me répartir. L'intégration, même si au final, ça doit sembler une évidence pour beaucoup, mais l'intégration aussi du volet, bon déjà d'un volet numérique dans le cadre de prestataires généraux, mais spécifiquement d'un volet sécurité dans l'ensemble des échanges contractuels. Et même pour aller au-delà de ça, d'un volet sécurité et d'un volet d'incident et de crise. C'est-à-dire que bien comprendre que beaucoup de prestataires, notamment les prestataires de sécurité qu'on mentionnait tout à l'heure, ne sont pas forcément des prestataires d'incident et qu'ils peuvent être du coup opérationnellement très costauds sur tout un tas de missions tout un tas de missions de sécurité, pardon, mais pas du tout opérants en cas de crise. Et donc, il faut prévoir ces deux volets-là dans tous les échanges, même dans le cadre d'échanges avec des prestataires qui semblent spécialisés. Évidemment, même si on s'éloigne un petit peu du pur échange prestataire, mais au final, ça rejoint beaucoup. Préparer l'ensemble de la documentation et des méthodologies d'incidents et être capable de définir des moyens d'y accéder hors SI. C'est-à-dire, c'est pas ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire c'est pas en pleine phase de crise, quand on a déjà 2 nuits blanches dans les pattes et que le SI est inopérant, qu'il faut se rendre compte que, ah bah oui, en fait, les missions réelles de tel prestataire de réponse, elles sont stockées sur notre serveur RH et qu'aujourd'hui, on ne peut pas y accéder. C'est pas à ce moment-là, c'est pas en phase de crise qu'il faut penser à ce genre de questions. De fait, ça amène la considération et la mesure suivante, qui est de définir des canaux indépendants, que ce soit pour stocker les ressources nécessaires en cas d'incident, donc voilà, un serveur de stockage indépendant du SI ou des services de stockage dédiés, et aussi des canaux d'échange avec les prestataires de sécurité et les prestataires d'incident qui soient dédiés et qui puissent fonctionner même hors SI. L'exemple typique, c'est si vous ne pouvez plus envoyer de mail, et que c'est le mail qui a été défini comme moyen de remonter un signalement de sécurité à votre prise, forcément, vous allez rapidement vous retrouver bloqué. Donc, définir des canaux dédiés. Encore une fois, ça implique aussi tout simplement parfois s'assurer que les prestataires en question ont prévu eux-mêmes ces canaux-là et que donc ouvrir et débloquer les accès, les moyens, les interlocuteurs qui vont utiliser ces canaux pour déclencher. Et ensuite, élément qu'on voit beaucoup trop souvent dans le cadre des exercices de préparation, que ce soit des exercices opérationnels, des exercices de direction ou des exercices techniques, incluez les prestataires dans les exercices de préparation. C'est beaucoup trop fréquent, et nous, c'est vraiment des situations auxquelles on est confronté régulièrement, de voir des exercices de prise uniquement maintenus aux équipes internes et où forcément, le problème, c'est que ça fait que toutes les méthodologies de gestion de crise et toutes les méthodologies de gestion d'incident sont complètement opaques pour les tiers. Et donc, en cas de crise, ils ne sont pas formés, ils ne sont pas préparés, ce qui induit du délai, ce qui induit des incompréhensions et des dysfonctionnements. Et donc ça, pour l'éviter, il faut inclure autant que possible les différents prestataires dans les exercices de préparation qui les concernent. On en parlait. Globalement, la documentation de crise et la documentation d'incident, on la catégorise en 4 grands blocs. La première, c'est toute la documentation technique, donc qui va être requise par les prestataires de réponse sur incident et éventuellement par les prestataires de sécurité. Donc les schémas réseau, les spécifications des outils, les matrices de flux, les listings de serveurs. Pour ceux qui sont concernés, les rapports au RADAD, les rapports Ping-Castle, etc., etc. Donc toute cette documentation technique qui doit être stockée dans un bloc spécifique. Ensuite, la documentation de contact et de relationnel, donc globalement les carnets d'interlocuteurs et les annuaires. Ça implique aussi tout ce qui va être les agendas, ça implique aussi
les liens et les moyens de connexion aux canaux de communication dont on parlait tout à l'heure. Voilà, typiquement, s'il y a un Teams de crise spécifique avec un prestataire de réponse, bah, s'assurer que tous les interlocuteurs de la crise ont la documentation nécessaire pour accéder à ce Teams de crise. Ensuite, toute la documentation fonctionnelle et opérationnelle, donc la PSSI, les fiches réflexes, toute la documentation méthodologique d'incident. Et enfin, toute la documentation légale et contractuelle. Les contrats et les annexes de sécurité adjointes au contrat de prestation, les SLA, les accords de confidentialité, les conditions et les annexes d'intervention, etc., etc. Donc toute la documentation globalement qui décrit le comportement et les services attendus d'un prestataire spécifique au cours d'un incident. Et, au risque de le rappeler, voilà, vraiment conserver cette documentation accessible, même en contexte de crise. Ça veut dire accessible sur des services indépendants et accessible de manière claire. Donc ça veut dire aussi diffuser l'information de où est cette documentation, comment elle est classée, quels sont les documents qui font foi, la maintenir à jour, etc. Ensuite, pour reprendre toujours nos axes de tout à l'heure, une grosse partie préparation et intervention en incident, c'est la partie supervision. Donc la partie supervision, qui notamment concerne beaucoup justement les éditeurs, déjà, ça va inclure suivre et se maintenir au courant de l'actualité de vulnérabilité. Pour ça, bah, évidemment, je vous renvoie vers le flux de vulnérabilité de Cyberveille ou vers les flux de vulnérabilité de l'ANSSI, voilà, où on fait de la publication régulière de vulnérabilités significatives, on fait même de la publication quotidienne de vulnérabilités significatives. Donc, se maintenir au courant de ces vulnérabilités-là. Ensuite, spécifiquement sur le périmètre des éditeurs, s'assurer qu'il y a un contrôle des privilèges et des contrôles des droits qui est pratiqué par l'éditeur sur ces outils, s'assurer que les outils permettent, s'ils sont à votre main, à la main de l'établissement, ce suivi de privilèges, s'assurer que les identifiants des outils, des services tiers, des services de télémaintenance, etc., qui sont opérés par les établissements, sont à l'état de l'art. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement s'assurer, si vous avez un accès de télémaintenance qui est géré par un tiers, assurez-vous que cet accès de télémaintenance n'a pas d'identifiant par défaut, par exemple. Encore une fois, c'est un cas qu'on croise très souvent. Ensuite, toujours sur le périmètre prestataire, bah, inclure notamment dans les engagements contractuels que le prestataire s'occupe du maintien en conditions de sécurité de son infrastructure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être certain que s'il y a un incident de sécurité chez un prestataire, il y ait le moins possible de risque de rebond vers votre SI. Et ensuite, davantage, pour reprendre la main côté établissement, assurer et garantir la segmentation et l'isolation des périmètres dans lesquels on intègre des outils éditeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est outil tiers sur le SI et qui n'est pas directement géré par les équipes internes, on le cloisonne, on l'isole, on le segmente pour mitiguer le risque. Évidemment, s'appuyer au maximum sur les cadres et les référentiels légaux et réglementaires. Donc ça inclut les normes. Donc vérifier l'applicabilité et vérifier la conformité des prestataires aux normes de sécurité. Donc voilà, la plus classique, c'est l'ISO 27001, SOC 2, SP 853, etc. Donc toutes ces normes de sécurité, de sécurité et de gouvernance de sécurité. Vérifiez selon le cadre et selon votre statut l'ensemble du cadre réglementaire. Notamment, il y a des encarts sur la gestion des prestataires dans NIS, il y a des encarts sur la gestion des prestataires dans la loi de programmation militaire. Donc, maîtrisez ce cadre-là. Et ensuite, notamment dans le cadre du choix d'un prestataire, que ce soit en amont ou que ce soit pendant l'incident, ben, il s'avère qu'on a des systèmes de qualification qui sont conçus pour ça. Donc, le plus classique en réponse, ce sont les PRIS. Les PASI, c'est pour les services de pentest, les PEDIS, c'est pour les SOC. Bah, s'assurer au maximum, contrôler les qualifications auxquelles sont éligibles ces prestataires-là. Ce sont des qualifications qui sont conçues comme des gages de sélection, et donc forcément, autant que possible, il faut s'en servir. Donc voilà pour les grandes mesures et voilà pour les grands axes. L'idée maintenant, ça va être de descendre dans la description d'un certain nombre de problèmes courants, les plus courants qu'on observe dans le cadre des relations prestataires en incident, et essayer de donner des éléments de réponse.
L'un des plus classiques, même si c'est pas forcément le plus courant, mais l'un des plus classiques, c'est le niveau des prestations techniques réalisées par les interventions. Globalement, les enjeux autour de ça, enfin, la réflexion qui ressort souvent, c'est bon, bah voilà, j'ai un prestataire, il m'a fait mon investigation, franchement, c'est pas fiable, je suis pas sûr qu'il a regardé partout, j'arrive pas à me baser sur les résultats de ce qu'il produit, voilà, bon. Donc là, évidemment, l'enjeu autour de la qualité d'analyse, c'est petit 1, être capable de se baser sur les travaux du prestataire quand c'est lui qui a été chargé de mettre en place le confinement des systèmes, et garantir la qualité d'analyse d'investigation. Pourquoi garantir la qualité d'analyse dans l'investigation? Petit 1, pour être certain que les opérations de reconstruction corrigent bien toutes les vulnérabilités qui ont été exploitées pour éviter un nouvel incident, mais aussi être certain que les opérations de reconstruction ne soient pas surdimensionnées et donc trop coûteuses en temps et en finance. Donc ça, comment on répond à ça? Principalement par de la préparation en amont, donc que ce soit en clarifiant les rôles contractuels, c'est-à-dire on laisse, s'il n'y a pas d'engagement contractuel du prestataire de confinement à faire de l'analyse, ce n'est pas le rôle du prestataire de confinement de faire de l'analyse. Donc on ne se base pas sur sa capacité à produire un résultat d'analyse. C'est, OK, dans le cadre de mon incident, le confinement sera géré par tel tiers qui est spécialisé en confinement, l'investigation sera gérée par tel tiers qui est spécialisé en investigation, et ainsi de suite. Donc on clarifie ces rôles-là. On prévoit évidemment de la même manière un volet de sécurité avec l'infogérant pour que ça, l'idée, c'est quoi? C'est que si, comme c'est souvent le cas, l'infogérant se retrouve impliqué dans tout ou partie de la gestion technique de l'incident, et justement qu'il soit capable de fournir des garanties de OK, ces tâches-là, elles sont dans mon périmètre et celles-là, elles ne le sont pas. Et ne pas hésiter, et là, c'est aussi à ça que sert le CERT Santé, ne pas hésiter, ou le CERT-FR pour ceux qui interagissent avec le CERT-FR, discuter et ne pas hésiter à challenger les résultats techniques fournis, que ce soit via les équipes internes ou que ce soit via les acteurs tiers. Donc, à chaud, dans les documents, dans les supports fournis, ne pas hésiter à challenger les résultats fournis. Ne pas hésiter à poser des questions, ne pas hésiter à aller au fond des choses, même dans le cadre de réunions de crise qui sont limitées en temps. Un autre grand problème, un autre des plus classiques, évidemment, c'est le délai de réaction. Le délai de réaction, que ce soit j'ai mon prestataire, je lui ai envoyé un mail, mais il ne répond pas. On a déclenché l'incident vendredi soir, on est mardi, ils m'ont toujours pas rappelé. Donc évidemment, les enjeux de ça et les objectifs, c'est réduire les délais de décision et les délais d'action, ne pas retarder les changements de cycle dans le cycle d'incident et fluidifier l'échange d'informations. Parce qu'il faut aussi savoir que, et c'est le plus courant en fait, dans les cadres de crise, une information qui n'arrive pas au bon moment, ça ne va pas forcément créer un retard, ça va créer des changements dans les décisions qui sont prises. L'exemple typique, c'est l'infogérant n'a pas répondu sur l'état du pare-feu. On est obligé de supposer que le pare-feu est compromis. Dans la reconstruction, on est obligé de mettre une mesure reconstruction et restauration complète du pare-feu, ce qui demande du temps et de l'argent. Donc, on en revient un petit peu, en termes de mesures de réaction, on en revient à ce qu'on mentionnait, définir les conditions d'intervention et les rôles, cadrer les éventuels déplacements et de manière plus générale la logistique d'intervention des prestataires, clarifier les créneaux pendant lesquels les prestataires sont sollicitables. Voilà, est-ce qu'ils travaillent en heure ouvrée? Est-ce qu'ils ont des services d'astreinte? Est-ce qu'ils travaillent le week-end? Est-ce qu'ils travaillent la nuit? Si oui, est-ce que la nuit, il y a des numéros de contact ou des canaux de contact spécifiques? Voilà, clarifier toute cette logistique et cette organisation sur les créneaux pendant lesquels les prestataires affirment être sollicitables. Ça veut dire aussi définir les délais de réaction, dire, en heure ouvrée, quel temps de réaction vous nous garantissez en cas d'incident? Et pendant la phase de crise, fixer des dates précises de retour pour chaque échange. C'est-à-dire, vous dites, OK, vous avez, je ne sais pas, votre hébergeur qui vous dit, moi, je vais analyser les logs de ce serveur-là pour voir si oui ou non le serveur est compromis. OK, quand est-ce que vous estimez être capable de fournir des premiers éléments de décision ou quand est-ce que vous êtes capable d'estimer quand est-ce que vous estimez être capable de fournir carrément un résultat d'analyse? Le résultat d'analyse ne viendra pas systématiquement, mais fournir des dates sur des premiers éléments de réponse, ça c'est possible. Et donc dire, OK, c'est dans 48 heures, c'est dans 3 jours, c'est dans 4 jours, à telle date, à telle heure. Le plus classique et le plus pénible, c'est ce qu'entre nous on appelle l'effet cow-boy.
L'effet cow-boy, c'est un mélange de, on va dire, d'acteurs qui, dans le cadre de la crise, se mettent à prendre des prérogatives et des rôles qui ne sont pas les leurs, et à ne pas diffuser et fluidifier, enfin, et transmettre les informations de résultats de leurs tâches, que ce soit des tâches techniques, opérationnelles ou organisationnelles. Le fond du problème de l'effet cow-boy, c'est dans un premier temps, ça augmente la pression globale, parce que forcément, moins on a d'informations, plus c'est difficile de se décider au bon moment et plus on stresse. Ça bloque le partage des résultats et donc ça peut mettre à l'arrêt certains services ou certaines étapes. Et de plus, ça peut tout simplement bloquer les chaînes de décision et paralyser une partie du métier. La plus classique des mesures que nous on préconise pour limiter l'effet cow-boy, c'est prévoir des réunions physiques. Prévoir des réunions physiques dédiées à une cellule de crise, donc ça veut dire limiter les échanges en face à face, limiter les échanges à un pour un, et assurer une main courante pour maintenir la traçabilité des décisions. L'objectif de ces mesures-là, c'est simple, c'est maximiser les échanges humains pour être certain justement de diminuer l'effet cow-boy qui souvent est pas mal favorisé par l'éloignement et par le côté asynchrone des réunions virtuelles. Donc, dans certains cas, pas partout évidemment, et bien sûr qu'une grosse partie de l'incident doit se gérer à distance, mais voilà, prévoir des réunions physiques pour être capable d'agir, pour être capable de réagir, voire dans les pires cas, de sanctionner s'il y a un hors-jeu de la part d'un comportement prestataire. Ensuite, dans le cadre où on a, voilà, le quatrième grand problème, c'est les angles morts, c'est-à-dire quand toute ou partie de la vulnérabilité vient d'un périmètre du SI qui n'est pas géré à la main des équipes internes, mais qui est géré par un tiers. Les risques de ça, évidemment, c'est petit 1, qu'il y a une surcompromission depuis ce périmètre vers le reste du SI. Et le deuxième risque, c'est l'inverse, c'est-à-dire quand il y a un incident sur le reste du SI qui est circonscrit, mais parce qu'une partie du périmètre est gérée par un tiers, ce tiers-là n'opère pas la même politique de sécurité, et donc il y a surcompromission. Donc c'est vraiment éviter la latéralisation dans un sens ou dans l'autre. Les mesures, évidemment, premièrement, c'est la segmentation. La deuxième, c'est valider et assurer les remontées d'informations donc au cours des points de crise opérationnels et techniques dédiés. Et enfin, autant que possible, réduire, encadrer tous les usages externes, définir les périmètres, segmenter et isoler au maximum ces périmètres tiers. Enfin, dernier grand problème qu'on rencontre assez fréquemment, globalement, c'est la perte de contrôle, c'est-à-dire ne plus avoir une vision claire de qui a quel rôle dans le cadre de la gestion de l'incident. Ça, les impacts les plus directs, c'est d'abord la perte de temps dans l'organisation et la perte de temps dans les décisions. C'est avoir certains objectifs de crise qui sont ratés ou qui sont délayés, et c'est tout simplement certaines décisions qui ne sont pas prises ou qui sont floues, parce que une partie des décideurs n'a pas pu prendre la bonne décision au bon moment, parce que tel prestataire dont le rôle n'est pas clair n'a pas été convié à la bonne réunion, par exemple. Donc ça, comment on répond à ça? On répond d'abord en se préparant en amont et en définissant des chaînes d'alerte et des chaînes de signalement, c'est-à-dire qui doit diffuser quelle information ou quel type d'information à qui et quand. Et ça veut dire aussi, dans le cadre des cellules, définir des entités de coordination, justement dont le rôle, c'est de faire véhiculer des informations, que ce soit entre les cellules internes, dans le cadre des grosses structures, ou que ce soit entre la cellule de crise et les différents acteurs tiers. Donc vraiment, avoir une ou plusieurs personnes qui soient responsables de la coordination avec les prestataires. Dans beaucoup de cas, cette coordination, elle est gérée en interne, mais elle peut aussi tout à fait être gérée justement avec les acteurs d'appui. Typiquement, ça fait partie des rôles qu'on peut endosser en incident. Voilà pour les grandes mesures et voilà pour les grands problèmes rencontrés. Alors, pour conclure, je vais essayer de faire une synthèse globale. Évidemment, ce sera partagé publiquement sur le site du CERT Santé, mais une synthèse des 20 mesures clés à appliquer pour intégrer et préparer l'intégration des prestataires au sein d'un incident. Vous remarquez qu'on retrouve les 5 grands axes qu'on avait définis en amont, donc l'axe de préparation avec
la logistique de déplacement et la logistique d'échange, la disponibilité de la documentation, l'inclusion des prestataires dans les exercices et la définition d'une matrice RACI. La deuxième partie, qui est la partie maîtrise du cadre légal et réglementaire, donc avec la réglementation légale, les qualifications de compétences et les normes de sécurité applicables. Un troisième groupe qui est le groupe de supervision, qui est d'assez loin le plus dense et le plus lourd à mettre en place, donc avec le contrôle des privilèges et des identifiants, le cloisonnement des périmètres et la segmentation des périmètres, le suivi et la définition des règles de correction de vulnérabilité. Une petite parenthèse sur ces mesures, donc c'est les mesures 11 et 12. Suivre les vulnérabilités, c'est une première étape, mais il y a aussi définir des règles de correction, donc c'est-à-dire quelle vulnérabilité doit être corrigée et comment, donc exiger des rapports de correction de vulnérabilité, des rapports techniques, et exiger des engagements, évidemment, de délai. Donc voilà, OK, telle vulnérabilité a été exploitée pendant cet incident, voilà, on est actuellement après la crise, sous combien de temps est-ce que vous pouvez garantir que cette vulnérabilité sera corrigée? Donc, exiger ces délais-là. Quatrième grand groupe, pendant le rush, pendant la crise, tout le groupe des consignes de pilotage, donc identifier les acteurs et les prestataires concernés pour chaque étape de traitement, établir un rythme de fonctionnement précis, qui va aller de pair évidemment avec l'organisation de la crise, mais voilà, définir pour chaque acteur, pour chaque prestataire, des délais, des dates de réponse, ou tout du moins des dates de prochains échanges, en fait, sans forcément parler de dates de réponse, mais au moins des dates de prochains échanges, questionner et challenger les résultats techniques produits, accompagner autant que possible les missions de confinement, les missions d'investigation et plus largement les missions techniques, et assurer la disponibilité de l'ensemble de la documentation pendant la crise, de manière à avoir les bonnes informations, les bons engagements, bref, le bon niveau d'info. Et enfin, dernière section, sur la partie sélectionner et anticiper son prestataire, on en parlait, intégrer des volets et des annexes propres à la sécurité et propres aux incidents dans le cadre contractuel, définir des conditions de contrôle et des conditions d'audit et les actionner, donc régulièrement actionner des audits auprès des différents prestataires concernés, et intégrer l'ensemble des composantes de sécurité aux échanges, que ce soit évidemment la sécurité technique et opérationnelle, mais aussi les aspects gouvernance, organisation, méthodologie et, de manière plus large, la sécurité fonctionnelle. Voilà pour l'ensemble des éléments que je voulais vous présenter. Et voilà, on va dire, pour les grands axes et les grandes consignes d'intégration de prestataires. Je serai évidemment ravi de répondre à vos questions et de réagir à vos remarques, que ce soit à l'oral ou dans le chat. Merci à tous et à toutes de votre écoute. Alors, du coup, sur la partie questions et réponses, il y avait une question de Sandrine Kosker, auquel pour moi tu as répondu, mais j'ai répondu, c'est que je suppose que les conditions, les modalités selon lesquelles opère chaque prestataire intéressent les autres. Ainsi, ne vaut-il pas mieux solliciter tous les prestataires en même temps, dès l'identification de l'incident, et les réunir tous au sein d'une même cellule de gestion de crise? Alors, c'est pour ça qu'on fait une catégorisation, c'est-à-dire que Mm. plusieurs prestataires qui font partie de la même catégorie, oui. Maintenant, d'une catégorie à l'autre, pas forcément, parce qu'ils vont pas avoir les mêmes codes, ils vont pas avoir les mêmes modalités de fonctionnement. Parfois, il vaut mieux prendre le risque de donner 2 fois la même info à 2 services différents, notamment pour des questions de... Rapidement, en fait, on va avoir des décalages à cause des problématiques de délai. Donc, même si au départ, tout le monde a le même niveau d'information, il va falloir multiplier les échanges parce que chaque prestataire, chaque type de prestataire fonctionne à des vitesses différentes. Et donc, ça va multiplier le nombre de cellules et le nombre de points de prise, ce qui n'est pas forcément, se rendre service dans le rush de la première vague. Une autre question sur les failles éditeurs auxquelles je propose une réponse. Sur une faille éditeur, sur quelle temporalité peut-on communiquer cette info sur nos réseaux de collègues RSSI afin qu'ils prennent des mesures de protection ciblées? Alors moi, ce que j'ai répondu, c'est qu'il faut déjà que la faille soit communiquée à l'éditeur, Tout à fait. confirmée par l'éditeur, et puis c'est ensuite pour moi déjà à l'éditeur d'en informer ses clients, ainsi que bien sûr des mesures de contournement qui permettent de bloquer une éventuelle exploitation. C'est aussi notre rôle, à nous, Tout à fait. d'informer les bénéficiaires concernés et ensuite, éventuellement, il peut y avoir un partage. Mais pour moi, il y a déjà ces Tout à fait. deux étapes importantes. Voilà. Alors, pour répondre aux 2 questions, d'abord de Monsieur Coco, donc sur les préconisations des canaux de sécurité de stockage des différentes documentations, alors je ne vais pas forcément prendre
position pour un service plutôt qu'un autre, mais l'idée, c'est établir surtout. En gros, il y a deux éléments. Le premier, c'est les conditions de sécurité en termes de stockage. Donc voilà, quelle méthode de chiffrement, quelle mesure, quel service de monitoring, etc. Et les deuxièmes, c'est vérifier la facilité de l'accès. Le fond étant, sur ce genre de choses, on a tendance à définir des bastions très lourds. Maintenant, comme ça a vocation à être utilisé en cas de crise, vraiment faire attention à la disponibilité opérationnelle et à la facilité d'accès, donc que ce soit les connexions, la création de comptes, etc. C'est vraiment sur ces deux axes qu'il faut se baser. Après, je ne prendrai pas forcément parti pour un service plutôt qu'un autre. Là, c'est plus des questions de comparaison commerciale. Ensuite, seconde question de Monsieur Meunier, donc sur l'articulation entre les prix, entre les prix donc privés et les certes institutionnels. Alors c'est simple, nous de base on a un rôle de pilotage ou de copilotage selon les types d'incidents. Donc on se rencarde avec l'ensemble des prestataires impliqués. De toute façon, on prend contact avec l'ensemble des prestataires impliqués et ça implique les prix. Et souvent, il y a un dispatching opérationnel ensuite qui dépend complètement du contexte. C'est-à-dire que parfois, c'est le prise privé qui va s'occuper de l'investigation, parfois c'est nous, parfois on partage les tâches quand il y en a beaucoup. Ça dépend complètement du contexte. Il y a une organisation qui se met en place. Et c'est pour ça aussi qu'on suggère beaucoup d'interagir spécifiquement avec les prises, c'est que les prises nous connaissent. Ils ont l'habitude de travailler avec les certes institutionnels et donc il y a un certain nombre de méthodologies et de process qu'on a en commun et qui facilitent les choses. Tout à fait. Pour rebondir sur la question des vulnérabilités, effectivement, il peut aussi y avoir, on va dire, dans le flux de l'opérationnel, une nécessité de communiquer pendant l'incident. Et là, pour le coup, il ne faut pas hésiter à solliciter soit nous, soit le CERT institutionnel, soit votre prise, soit les deux, sur la pertinence de communiquer sur la vulnérabilité et qui sera, pareil, en fait, complètement dépendante du contexte technique et d'à quel point c'est reproductible dans d'autres environnements. L'exemple typique, c'est que nous, en tant que CERT institutionnel, le suivi de vulnérabilité, c'est une partie de notre rôle. Et on peut prendre position en disant, bon, bah voilà, compte tenu là du contexte, on prend l'information de la vulnérabilité. Et dans certains cas, ça peut même être nous qui allons se charger de la diffusion. Ça dépend des détails. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Et oui, et du coup, pour finir sur la réponse à Monsieur Meunier, dans tous les cas, oui, il faut prévenir les deux. De toute façon, prévenir le CERT Santé, c'est une obligation à travers la plateforme PSIG. Et oui, il faut prévenir le prestataire prise si vous en avez un au plus tôt. Donc vraiment prévenir les deux, oui. Oui, vous pouvez garder les copies de la présentation. De toute façon, les slides seront disponibles en public d'ici peu. Donc on rediffusera, mais les slides seront publiés. Et en général, toute la documentation du CERT Santé est rendue publique et partagée, hein. Tout à fait. Ce qui n'est pas partagé sont principalement des informations opérationnelles où il C'est y a ça. un contexte particulier, mais toute la documentation, les bonnes pratiques, on ne les cache pas. Exactement. Pas hésiter à aller sur le site du CERT Santé, on y diffuse toute notre documentation. Et pour le coup, c'est intégralement public. Oui, tout à fait. Alors après, là, c'est plus des problématiques d'intégration de prestataires, c'est des problématiques d'acteurs à mentionner, mais effectivement, il y a toute la chaîne d'alerte dans le cas d'un incident. Donc, il y a prévenir le CERT Santé dans tous les cas et le CERT-FR si vous êtes un opérateur régulé, que ce soit directement ou que ce soit par notre biais, prévenir l'ARS, prévenir la CNIL en cas de fuite de données, déposer plainte. Mais tout ça, de toute façon, c'est des éléments que nous, on vous rappelle en cas de crise. Au cours de la prise en charge, disant, bon, bah voilà, à telle étape, il faut prévenir telle personne, étant donné le contexte, il faut prévenir tel acteur, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on vous rappelle dans le flot d'incidents. Des exemples d'avenants et de clauses contractuelles. Alors là, sous la main, non, mais on peut réfléchir à en fournir. Donc, alors souvent, spécifiquement pour les prix, pour répondre à la question de Monsieur Bodilis, spécifiquement pour les prix, en fait, eux-mêmes en auront.
C'est-à-dire que c'est l'intérêt des PRIS, c'est que pour le coup, dans le cadre des PRIS, donc il y a un audit technique, mais il y a aussi un audit réglementaire et documentaire. Et une partie de l'audit documentaire porte justement sur les modèles contractuels d'incidents. Donc normalement, si le prestataire en face de vous est qualifié PRIS, les avenants en question, il les aura, forcément. Et d'ailleurs, voire même, il faut se poser la question s'il ne les a pas. Alors, pour la remontée des incidents type PRIS, ça va dépendre de chaque prestataire. Chaque prestataire a son contact, et les P10, c'est pareil. Chacun a son canal de contact. Là, c'est à la main des prestataires de définir leur canaux de remontée. Autant pour les institutionnels, c'est des plateformes uniques. Autant pour les prestataires privés, ben, chaque prestataire choisit son média. Bon. Merci à toutes et tous de votre écoute et de votre participation. Merci aussi de vos questions. N'hésitez pas à nous solliciter par mail si vous avez des questions qui vous viennent après. Et voilà, et on diffusera les supports rapidement sur le site du CERT. Donc vous pourrez y accéder et les diffuser autour de vous avec plaisir. Merci à tout le monde et à très vite. Merci, merci beaucoup, Olivier.